Bonjour. Moi, je me nomme James Kokugaglo. Ce que je vais vous présenter, c'est moins technique. Euh, Vous aurez eu une vision de tout ce que je parlerai avec la présentation qui vient de passer, la super présentation. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est l'intérêt de faire du Kubernetes. Parce que avec la présentation, vous avez remarqué que c'est compliqué, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Donc, je suis DevOps à Sonatel, certifié Kubernetes Application Developer. J'ai une chaîne YouTube. Bon, c'est pas compliqué à trouver, hein. Si vous tapez James Kokugaglo, vous le trouvez. Et je fais des tutos là-bas pour partager un peu le peu que je connais. Et des tutos, bon, des abonnés m'ont demandé de faire des cours. Donc, j'ai créé une plateforme de cours qui s'appelle Gatado Learning, que vous pouvez voir après. Voilà. Ça, c'est pour la présentation. Alors, j'ai mis ce timeline parce que c'est assez intéressant pour comprendre comment les choses ont évolué. Donc, avec ce timeline, vous pouvez voir que le cloud, ça a été propulsé par AWS avec ses fameux EC2. Donc, c'est en 2006. Et en ce moment, c'était quoi? C'est de l'infra as service. Donc, vous avez des VM à la demande. C'est après que les concepts de DevOps ont commencé par naître en 2009 et tout, et bien après les concepts de microservices. Les concepts de microservices ont été popularisés par Netflix. Bon, on savait que Google en faisait tout ça, mais c'est Netflix qui nous a tous mis sur la route, je crois. Et c'est en 2014 qu'on a Kubernetes. OK. Ça me permet de vous montrer un peu entre l'IaaS et Kubernetes ce qu'on avait et ce que Kubernetes nous apporte en plus maintenant en tant que dans l'environnement DevOps. Donc, si vous pouvez bien remarquer, vous avez ce qui concerne les micros, les bonnes, les Itris, les Eureka. Docker est apparu en 2013. Donc, avant, à partir de 2009, quand on avait les microservices en mode infra-service, c'est que l'architecture, vous avez des services qui sont découpés. Vous avez votre application qui est découpée en plusieurs microservices. Vous avez une gateway qui vous permet de rentrer dans voilà, une porte d'entrée dans l'architecture. Vous avez quoi? Du discovery qui permet aux microservices d'être renseignés dans une base pour que l'intégration se fasse plus facilement. Et tout ça était déployé sur soit du bare metal, pour ceux qui n'étaient pas encore passés aux machines virtuelles, ou avec des techniques de pas containerisation, de infra-services, que ce soit des OpenStack, des VMware, tout ça, ou ceux qui sont un peu plus friqués, les ECD et les EC2 du cloud. Alors, comment se faisaient les déploiements? Soit vous avez une équipe très poussée dans les méthodes du DevOps et tout, ils vont utiliser des trucs comme Ansible, Puppet, Jenkins pour orchestrer les déploiements. Donc, c'est automatique. Ou soit vous n'avez pas tout cette artillerie et vous le faites manuellement. Alors, les inconvénients, c'est que le scaling, vous pouvez avoir une machine EC2 rapidement, mais pour déployer une instance d'une nouvelle application, il faut configurer la VM. La fédération des microservices, c'était une fonction qu'il fallait développer. C'est le dev qui s'en charge. Typiquement, le cas que je connais, si on prend du Spring Boot, on a Eureka. Et Eureka, il faut le configurer. Il faut configurer les microservices pour qu'ils puissent s'enregistrer et pour qu'ils fassent la découverte des autres microservices. Le load balancing, il fallait le gérer. Bon, donc on a des trucs comme Zool et tout le reste. Et pour les logs, si vous ne les centralisez pas, si vous avez un microservice, il y a 2, 3 instances, puisque c'est load balancé, vous ne savez pas sur quel microservice la requête a été exécutée. Donc, il faut
parcourir les microservices et aller trouver votre log. Donc, les logs n'étaient pas forcément centralisés. Si vous voulez centraliser, il vous faut de la config en plus. Et si vous avez des IAS et que vous ne déployez pas de façon dure sur les VM et que vous faites du Docker, vous pouvez avoir du Docker sur chaque VM, déployer vos applications, mais il n'y a pas la notion d'orchestration. Donc, vous gérez les Docker de façon... ça, c'est en 2013, quand vous avez Docker. Vous gérez manuellement les instances. Alors, maintenant, quand Kubernetes est apparu, ce qu'il a permis déjà de faire, c'est, comme la présentation de tout à l'heure, il est basé sur du conteneur, de la containerisation, ce qui veut dire que le dev, il package son application avec tout ce qu'il veut. Hein. Vous avez du conteneur D qui est la norme actuellement au niveau de la CNCF, l'organisme qui standardise les pratiques. Vous avez du CRI-O, vous avez du RKT. Docker n'est pas ici parce que Docker actuellement utilise le conteneur D comme runtime. C'est pour ça que vous ne voyez pas Docker. Mais vous avez tout ça comme environnement de containerisation. Si vous partez sur du Docker, vous n'avez que le choix de Docker. Mais si vous partez sur du Kubernetes, puisqu'il y a une abstraction, normalisation de la façon dont on démarre les conteneurs et tout, vous pouvez utiliser la technologie qui vous plaît. Quoique Docker, c'est la plus populaire, mais voilà tout ce que vous pouvez utiliser. Donc, sur les VM que vous aviez avant, il fallait que vous installez les packages et tout le reste. Avec le conteneur, le dev, dès que ça marche sur sa machine, c'est que ça marche lorsque ce sera déployé. Il n'y a plus la fameuse excuse, ça marche sur ma machine, mais ça ne marche pas en prod, quoi. Alors, qu'est-ce que Kubernetes vous apporte aussi? Les services que vous avez dans les architectures microservices, par exemple. Le discovery, le load balancing, les configs partagés, les secrets. Par défaut, quand vous avez un cluster Kubernetes, vous avez tout ça. Donc, ça fait quoi? Les devs développement, ils vont plus se concentrer sur ces fonctionnalités parce que le cluster Kubernetes leur offre ça déjà. Ouais, donc, c'est assez intéressant. Alors, si les devs font du CI/CD, intégration continue, déploiement continu, s'ils ont du Kubernetes, ça leur donne une puissance inédite. Si je prends le cas de Jenkins, le Jenkins, il fonctionne en mode master-slave. Quand vous le mettez dans un cluster Kubernetes, vous pouvez avoir autant de slaves que vous voulez. Et les slaves, ce sont les pods, comme expliqué dans la présentation précédente. Vous pouvez avoir autant de pods que vous voulez, alors que si vous êtes sur une VM, chaque slave, c'est une VM, et chaque fois que vous avez une VM, il faut la configurer tout. Alors qu'avec Kubernetes, dès que vous connaissez le pod, vous avez un pod qui marche pour votre slave, vous pouvez le scaler autant que vous voulez et vous pouvez le rendre même éphémère. C'est-à-dire, c'est quand vous avez besoin du slave que vous démarrez un pod. Donc, c'est assez puissant. GitLab, ils ont des exécuteurs. Eux aussi, le principe est le même. Si vous voulez avoir plusieurs workers qui fonctionnent avec votre GitLab, lancer des builds, des trucs en parallèle et tout, vous pouvez l'intégrer à Kubernetes. Et si vous avez des problèmes de ressources, c'est très simple d'ajouter des ressources dans un cluster Kubernetes. Alors, côté gestion de package, Ansou l'a présenté tout à l'heure, on a Helm. L'idée ici, c'est quand vous développez votre application, vous avez une phase de build, vous avez une phase de test. Dès que c'est bon, vous pouvez créer une release de votre application. Ce qui fait que lorsque vous voulez le déployer, vous voyez tout ce qu'il a fait tout à l'heure pour déployer les choses. Si vous avez un gestionnaire de release, c'est comme si vous avez Yum ou bien apt. Vous faites apt get install mon superbe appli version 1.0. Et Kubernetes va récupérer ça depuis... les instructions sont déjà dans Helm, donc il va récupérer tout ce qu'il faut et déployer. Donc, c'est assez intéressant aussi pour gérer le déploiement, ce que vous aviez passé quand vous êtes sur du Docker simple
C'est ça. Et la notion de GitOps, c'est en vogue aussi. C'est infra as code. Vous pouvez déployer les choses très facilement. C'est-à-dire, vous pouvez, dans cette figure, avoir votre Ops qui est là, ou si vous êtes en mode DevOps, il est dans la team. Les développeurs, ils développent les applications, ils les pushent sur leur dépôt. Vous avez l'intégration continue qui fait sa magie, lance tout ce que vous avez mis. Et vous pushez votre image sur un registre. Dès que vous pushez votre image sur le registre, et dans une seconde phase, vous avez disons, une description que l'Ops ou bien le DevOps a fait pour déployer l'application. Il suffit qu'il fasse la mise à jour, il envoie sur le dépôt, genre Git, GitLab, tout ce que vous voulez. Automatiquement, le déploiement va se faire dans Kubernetes. Ça, c'est très puissant dans la mesure où vous avez le même état que vous avez défini dans votre description que vous avez mis sur Git, qui est l'état qui est du cluster. Donc, vous pouvez réconcilier à tout moment. Donc, ça vous fait une façon de versionning de votre déploiement, si vous voulez. Donc, vous pouvez séparer la partie dev et tout ça, la partie prod, en donnant le pouvoir aux ops de juste faire la modification, envoyer sur un dépôt. Et le déploiement se fait automatiquement. Bon, j'en ai fait quelques tutos sur ma chaîne. Je pense que les liens sont dans le slide. Bon, je vais vous passer le slide après, vous pouvez voir ce que ça donne. Ah, je pense que celui-là, il n'est pas ici. Alors, dans le domaine du GitOps aussi, vous avez plein d'outils pour le faire. Hein. Jenkins X, lui, il est complètement... Bon, sa philosophie, c'est pour faire du GitOps. C'est un peu différent du Jenkins classique. C'est juste que lui, il a été packagé pour du Kubernetes. Vous avez Argo, vous avez Flux. Donc, voilà les outils pour le faire. Le GitOps dans Kubernetes. Je vais voir si c'est ici qu'il y a le... Voilà, c'est ici qu'il y a le lien. Si vous voulez voir des tutos de ça. Et en prod, voilà, on a quitté le dev, l'intégration, on est en prod. En prod, ce que Kubernetes vous offre par défaut, vous avez quoi? Du load balancing, du service discovery. Vous avez des configs partagés, c'est-à-dire en mode microservice, si vous avez une configuration qui est partagée par plein de microservices, vous pouvez la centraliser juste dans Kubernetes et vos microservices vont récupérer les confs. Si vous avez des trucs, login, mot de passe, des clés, des tokens que vous ne voulez pas rendre visibles, vous avez les secrets pour faire ça. Vous avez du scaling automatique. C'est un concept aussi très puissant dans Kubernetes. Un use case pour le comprendre, c'est vous avez une application. Bon, comme je suis à Sonatel, je prends Orange Money. Vous avez, vous avez votre application Orange Money. Il y a des jours de promo. Donc, ça veut dire que vous avez des périodes où vous avez un pic d'utilisation, typiquement les jours de promo. Vous pouvez dire à Kubernetes, OK, en temps normal, pour ce microservice, 2 instances suffisent pour satisfaire les clients. Mais des fois, je fais des promos. Et quand je fais des promos, il y aura de la charge. Donc, vous pouvez dire à Kubernetes, OK, quand il y aura de la charge, tu peux augmenter le nombre de pods, le nombre d'instances, jusqu'à, disons, 20. Et quand il y aura la promo, l'Ops, lui, il ne va pas se fatiguer. Il va juste rester dans son coin, vaquer à d'autres occupations. Et Kubernetes se charge d'augmenter le nombre de pods jusqu'à ce que le nombre maximal ne soit atteint et absorber toute la charge. Et le lendemain, ou bien 1 heure après, ou 3 heures après, quand il remarquera que le trafic est redescendu, il vous ramène le nombre de pods, il est diminué de 10 à 20 jusqu'au nombre minimal que vous lui avez donné. Donc, il va le ramener typiquement à 2. Donc, vous voyez, ça, c'est tellement puissant que c'est Kubernetes qui fait les choses à votre place, quoi. L'Ops, il peut aller se concentrer sur autre chose. Alors, les métriques, comme vous avez toutes vos applications microservices et tout ça qui sont déployées dedans, vous pouvez centraliser les métriques en se basant sur la pile EFK. C'est-à-dire, vous venez, vous faites un déploiement, vous dites dans le cluster, OK, collecte-moi tous les métriques, tous les logs et envoyez-le vers Elastic.
Ça, c'est très facile à faire. Et vous aurez une vue centrale de vos métriques, de vos logs. Il a dit tout à l'heure, la présentation en dessous, les pods sont éphémères. Donc, si vous perdez un pod, vous perdez, disons, ces logs. Donc, si les logs sont centralisés, ben, que le pod soit perdu ou pas, ben, vous savez où le trouver. Les stratégies de déploiement, ça aussi, c'est très puissant. Vous pouvez, en déployant, utiliser la stratégie par défaut qui est dans Kubernetes, dire que, OK, ben, voilà les critères pour dire que mon application a bien démarré. Si ces critères ne sont pas remplis, Kubernetes, quand il déploie, il ne va pas enlever l'ancien prod. Vous voyez? Quand vous êtes en prod, par exemple, au lieu de la démarche classique, c'est d'arrêter. Bon, vous avez deux instances. Vous arrêtez une instance, vous déployez, vous testez. Est-ce que ça marche? OK, vous redirigez le trafic là-bas. Après, vous allez sur la seconde instance, vous redéployez et vous testez si ça marche et vous refaites les configs de base. Ici, dès que vous déployez, Kubernetes se charge par les trucs que vous lui avez dit, de voir si votre application tourne correctement. Si elle tourne correctement, elle peut enlever l'ancienne instance pour la remplacer par la nouvelle. Et vous avez la possibilité, quand vous vous rendez compte que, OK, bon, finalement, ça ne marche pas bien, de revenir sur l'ancienne instance. Donc, c'est assez puissant. Le self-healing, bon, je n'ai pas trouvé comment le mettre en français. Bon. Quand vous avez une instance qui a des soucis, genre ce qu'on a d'habitude, le serveur a crashé dans le cas classique, ici, quand un pod crash, Kubernetes en recrée un autre. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire, quoi. Donc, la gestion optimale des ressources, c'est la question de Moussa. Si je veux dire que mon application utilise tant de RAM, tant de CPU, comment je fais? Oui. Quand vous mettez les ressources, Kubernetes se charge de... vous pouvez, voilà, dans la définition, on dit, voilà mon usage minimal et voilà mon usage maximal. Donc, ça fait que vous ne prenez pas du 100 gigas de RAM en prévision pour votre application, alors qu'en réalité, votre application ne va utiliser que 10 gigas. Donc, vous pouvez dire minimum 5 gigas, maximum, je ne sais pas moi, 20 gigas. Donc, tant que vous n'avez pas utilisé cette ressource, vous pouvez déployer d'autres applications. C'est très intéressant. La sécurité est renforcée parce que quand vous déployez un mode pod, ceux qui utilisent vos applications n'ont pas accès aux VM, aux machines physiques sur lesquelles sont installées vos applications. Ensuite, l'a dit tout à l'heure, c'est un cluster où tout est interne. Donc, vous n'avez pas besoin de SSH. L'administrateur du cluster, par exemple, il n'a pas besoin de rentrer par SSH dans les pods pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Non, ça ne se fait pas. On ne connaît pas l'IP des machines ou des VM sur lesquelles le cluster tourne parce qu'il y a des trucs devant le load balancing, le ingress et tout le reste. Donc, la sécurité est plus renforcée. Maintenant, voilà tout ce que ça vous apporte de façon classique. Mais pour aller plus loin, vous avez des concepts qui poussent encore très dans le bouchon. On a une notion qu'on appelle les opérateurs. Alors, Il n'y a plus de son, on dirait. Hein. Allô, James, on t'a perdu là. Alors, je disais que dans Kubernetes, pour aller plus loin et pousser le bouchon très loin, il y a la notion d'opérateur où une personne qui fournit son application peut développer la logique du comment est-ce que c'est déployé, comment ça marche, comment faire des backups, comment restaurer, si je prends le cas des bases de données. Et ça fait que c'est comme si vous avez une ressource, un employé, un ops de cet éditeur chez vous. Vous voyez un peu.
Je donnais le cas d'un déploiement qu'on a fait récemment. Je ne sais pas si vous m'avez perdu là-bas, sur Elasticsearch. Vous m'avez perdu là-bas ou vous aviez suivi? Sur le cas de Elasticsearch, je pense que tu Pour ne pas me avais... répéter, quoi. J'avais donné Non, non, non. Non, 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 tu n'as pas donné cet exemple-là. Je pense qu'on Ah, t'a... d'accord, vous m'avez perdu là-bas. OK. Donc, pour les opérateurs, je donnais le cas de Elasticsearch qu'on a installé récemment. Donc, normalement, pour installer un cluster Elastic, il faut des configs de malade. Il faut s'y connaître déjà. Et soit vous avez la compétence dans la boîte pour le faire, ou soit vous faites un contrat avec Elastic qui installe le cluster pour vous. Maintenant, avec les opérateurs, qu'est-ce que Elastic fait? Elastic met toutes les configs dans cet opérateur. Donc, cet opérateur, c'est comme si c'était un employé de Elastic. Et nous, on a installé l'opérateur dans notre cluster et on lui dit juste, ben, on veut un cluster Elastic de 4 nœuds, 2 ingest, 2 data, des choses comme ça. Et lui, il se charge de faire toutes les configurations. Donc, c'est comme si vous avez un employé de Elastic chez vous, quoi. Et qui peut mieux configurer Elastic que Elastic lui-même, les ops d'Elastic. Donc, c'est très puissant. Des fois, je taquine un peu mes amis ops et tout ça. Je leur dis, ah les gars, il faut vite vous mettre sur ces choses-là parce qu'on a des concepts qui font ce que vous faites. Vous voyez un peu. Donc, l'éditeur de l'application peut packager tout, comment déployer, comment backuper, comment restaurer toutes les tâches administratives. Il peut le packager dans un opérateur et bien, vous n'avez rien à faire. Donc, il y a même un opérateur Hub, comme il y a Docker Hub, où vous avez toutes les solutions que vous utilisez. Vous pouvez juste aller prendre l'opérateur, l'installer, et c'est comme si vous avez, disons n'importe quoi, vous avez quoi? Qu'est-ce qu'on connaît de façon générale? Je prends Spark, par exemple. C'est comme si vous avez quelqu'un de Apache Spark dans votre entreprise, parce que l'opérateur, il est là. Vous lui dites, je veux une instance de Spark, ben, il vous l'installe, il vous fait des confs optimales que vous-même, ben, vous ne pouviez pas faire, parce que c'est Spark, les gars de Spark même qui ont mis la configuration. Voilà. Pour aller plus loin aussi, au lieu de déployer des conteneurs, des pods et tout le reste, vous pouvez installer du OpenFaaS sur votre cluster. Et là, vous mettez juste comme les AWS et Consorfer, vous mettez vos fonctions. Et ben, vous avez tout qui est déployé, vous avez les métriques qui sont là. Ben, vous faites comme les grands du cloud, quoi. Pour aller encore très, très, très loin, parce que Kubernetes, il y a plein de trucs intéressants dedans. Mais c'est complexe, c'est vrai, mais il y a des choses très, très intéressantes. Vous pouvez mettre, par exemple, les services mesh. Si vous le mettez, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous gère le trafic entre vos... C'est intéressant dans le domaine du microservice. Ça gère le trafic entre vos microservices. Vous avez une vue en temps réel sur ce qui se passe dans vos microservices. Ceux qui ont déjà déployé ou bien ont travaillé sur les microservices savent que c'est galère quand vous avez plusieurs instances qui tournent de savoir qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça foire, où est-ce que ça bug. Avec les services mesh, ben, quand un microservice déconne, vous le voyez en rouge, vous savez où aller chercher. Et côté sécurité, vous pouvez dire, je chiffre, je crypte mes transactions entre mes microservices, je fais tout ce que je veux côté sécurité. Observabilité, je viens de le dire, vous pouvez voir combien de requêtes votre microservice traite par seconde. S'il est chargé, vous le voyez en même temps. La customisation, vous avez les modes de déploiement que vous pouvez implémenter ici. Vous pouvez faire du Blue, Green, Canary, tous les techniques de déploiement que vous connaissez, vous pouvez les faire avec les services mesh. Le plus populaire s'appelle Istio. Vous pouvez même des fois injecter des erreurs dans votre trafic pour voir comment se comportent vos microservices. Vous pouvez dire, comme Google le fait par exemple avec le Play Store, créer un déploiement. Vous pouvez déployer une version bêta et dire, ouais, j'ai ma communauté de testeurs. Je leur dis, OK, testez. Eux, ils seront redirigés explicitement vers la nouvelle version que vous avez déployée. Vous remontez les bugs, vous corrigez. Quand c'est bon, bah, vous déployez un peu pour tout le monde. Les services mesh vous permettent de faire ça. Mais j'avoue que c'est très complexe déjà. Alors, comment démarrer? C'est bien beau tout ce que j'ai dit, mais il faut démarrer.
Et je pense que c'est maintenant qu'il faut démarrer. Si vous n'avez pas encore démarré, une petite anecdote, en 2014, quand Kubernetes était sorti, j'avais démarré, mais j'ai laissé tomber. Parce que comme vous avez pu le voir, c'est complexe ce truc-là. J'étais plutôt parti vers du Docker Swarm qui faisait la même chose aussi, orchestration des conteneurs et tout le reste. Mais bon, Kubernetes a gagné la guerre. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, il faut démarrer. Et c'est maintenant qu'il faut démarrer. Je vais vous donner après les raisons pourquoi il faut démarrer. Et voilà les solutions qui vous permettent de démarrer. Sur votre machine, vous pouvez mettre du Minikube. Ça vous permet d'avoir un petit Kubernetes avec lequel vous vous amusez. Vous avez du Rancher. Alors, le Rancher, ce qui est intéressant, c'est que ça met une couche UI sur le Kubernetes parce que si vous avez vu en dessous tout à l'heure, il a fait tous les trucs dans la ligne de commande. Et pour faire ça, il faut connaître tout ce qu'il connaît, genre les pods, les services, les deployments, tout le reste. Mais ici, vous avez une interface graphique où vous cliquez, avant de rentrer dans les choses, vous cliquez, vous déployez vos applications, vous voyez comment ça marche, vous êtes content et après, petit à petit, vous rentrez sous le capot pour voir comment Kubernetes gère les choses. Donc, une solution entreprise, on a Red Hat OpenShift aussi, qui est sur la même ligne que Rancher, où vous avez un UI, vous faites des suivants précédents, vous remplissez des formulaires plutôt pour déployer vos applications. C'est assez sympa. Et pour avoir une version simple de OpenShift, vous avez Minishift, ou sinon vous avez la version open source de OpenShift qui s'appelle OKD que vous pouvez installer. Donc, je vous conseillerais de commencer par du Rancher parce que c'est open source et tout. Red Hat OpenShift, il vous faut une licence. Et le Rancher, vous avez une interface pour manipuler les concepts et tout, avant de rentrer en dessous pour avoir le même niveau qu'en dessous, par exemple, quoi. Minikube, c'est en ligne de commande, donc il va falloir que vous connaissiez les choses. Donc, je vous conseille plutôt de commencer par Rancher. Bon, désolé si vous entendez bébé derrière, c'est elle la boss de la maison, quoi. Alors, pourquoi il faut démarrer maintenant? C'est ce que je venais d'expliquer. Les opérateurs, c'est un concept de ouf qui, bon, je ne vais pas dire que ça va prendre les boulots des gens, mais ça va faire une partie de ce que les gens font. Imaginez-vous que vous êtes là, vous faites des tâches. On dit, OK, pour déployer, il faut appeler James parce que c'est lui l'ops pour déployer les choses. Si on met en place un opérateur, on n'a plus besoin d'appeler James pour déployer. Donc, James, il faut qu'il sache faire autre chose ou qu'il valorise son temps sur autre chose. Donc, c'est maintenant qu'il faut démarrer parce que les fournisseurs, ils sont en train de mettre des opérateurs pour installer leur logiciel. J'ai donné l'exemple d'Elastic tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il faut démarrer maintenant aussi? La 5G, c'est polémique actuellement. Les gars disent que c'est ça qui cause Corona et tout le reste. Bon, ça, c'est des trucs dans lesquels je ne veux pas rentrer, mais tout ce qui est le réseau du futur, maintenant, ils sont en train de passer sur du Kubernetes. Là, je vous ai fait une capture d'un KubeCon qui date de 2019. Donc, vous voyez, les gars, ils sont déjà en train de migrer tout ce que vous connaissez, genre, si vous êtes dans le réseau, le corps de votre réseau, tous vos composants, ils sont en train de migrer ça sur du Kubernetes. Donc, si vous ne démarrez pas maintenant, quand la 5G viendra, vous aurez des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il faut démarrer aussi? Tous les providers de cloud évoluent vers ça. Ceux qui sont experts dans VMware, des trucs de, comment on appelle, IaaS et tout ça, ils sont tous en train de mettre une couche containerisation sur leur solution. Ça prouve que il faut que vous évoluez parce que si vous ne commencez pas maintenant, quand tous ces trucs seront vulgarisés, vous aurez du mal à suivre. Donc, c'est maintenant. Il faut y aller. Pourquoi est-ce qu'il faut y aller toujours? Les providers IaaS, ils intègrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des distributions, ils s'intègrent avec des distributions K8S. Je vous ai parlé de Rancher, je vous ai parlé de OpenShift. OpenShift, c'est ce que, bon,
les entreprises utilisent pour avoir de la licence, du support et tout le reste. Il y en a qui utilisent aussi du Rancher parce que vous pouvez avoir du support et tout le reste. Maintenant, ce que Rancher fait, c'est vous allez sur Rancher, vous dites, OK, ben, je fais une configuration qui me fait l'interconnexion entre mon Rancher et mon ESX. Vous allez dans Rancher, je dis, je veux un cluster de 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Vous cliquez, Rancher, il va sur votre ESX, créer les VM à partir de son template, met les ressources, met tout ce qu'il faut et vous déploie le cluster. Donc, vous voyez un peu. Avant, on disait à l'admin qui gère le ESX, oui, je veux 2 machines, je veux 2 VM, ouais, de cette capacité et tout le reste. Là, on ne lui demande plus rien. On va dans Rancher, qui est interconnecté avec le cluster et qui crée les choses. Donc, si vous êtes admin réseau et tout ça, ça doit vous interpeller qu'il faut aller sur ces solutions-là, qu'il faut mettre à jour en tout cas ce que vous connaissez sur dans votre domaine, pousser vers les trucs Kubernetes. Si je prends le cas de OpenShift, c'est pareil. Il s'interconnecte avec tous vos IaaS providers. Vous n'avez plus besoin de créer de VM. Vous dites, j'ai besoin de ça, ça, ça. Il crée la VM, il fait toutes les configurations. Donc, vous voyez un peu, donc, les métiers évoluent et Kubernetes est en train de prendre une place centrale. Donc, il faut démarrer, c'est maintenant. Alors, pourquoi il faut démarrer aussi? Les systèmes d'exploitation tels qu'on les connaissait évoluent aussi. Vous avez par exemple Rancher OS, qui est un système d'exploitation qui est orienté conteneur. Donc, les systèmes d'exploitation, avant, on avait un Ops pour faire mettre du Kubernetes dessus, mettre du Docker pour que les choses puissent marcher. Là, vous installez l'OS, ben, vous n'avez plus besoin de l'Ops pour faire les choses. Vous avez BottleRocket de AWS. C'est un système d'exploitation aussi orienté conteneur. Vous avez Google qui a son conteneur Optimized OS. Tout ça pour vous dire que bah, si vous n'avez pas encore démarré, aujourd'hui, excusez-moi, si vous n'avez pas encore démarré, que vous soyez dev, que vous soyez ops, que vous soyez dans l'IA, que vous soyez dans le machine learning et tout ça, bah, il faut démarrer parce que c'est la plateforme de prédilection pour déployer les use cases maintenant. Donc, voilà, je suis à la fin de la présentation. J'espère que j'ai pu vous apporter voilà, le pourquoi démarrer, à quoi ça sert Kubernetes dans le monde DevOps, SecOps aussi, DevSecOps aussi, dans tout ce que vous faites. J'espère que vous avez pu voir un peu l'utilité d'aller vers du Kubernetes. Donc, si vous avez des questions, je suis preneur. Et si vous me cherchez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas compliqué. Hein. Vous mettez mon nom et c'est bon. Des fois, je ne suis pas inspiré pour trouver des noms pour mes trucs réseaux sociaux, quoi. Donc, je mets juste mon nom et puis c'est bon, quoi. Merci. Si vous avez des questions, bah, merci James. Voilà. Merci James pour la présentation. Ça a été très clair. Et je pense qu'aussi les gens ont senti aussi l'importance d'utiliser Kubernetes. Donc, si les participants ont des questions, vous pouvez le faire sur le voilà. Je fais un tour sur le message. Bon, sûrement que j'en ai raté plusieurs parce que je me suis déconnecté. Il y a quelqu'un qui demandait, Jean-Luc, il demandait pourquoi OpenShift. Alors, pourquoi OpenShift, c'est... Si vous avez suivi la présentation de... j'ai oublié son nom. Arun, j'espère que je ne l'ai pas écorché. Hein. Si vous avez vu la présentation qui précède, il faut connaître plein de choses en Kubernetes. L'exemple que je vous ai donné en 2014, je faisais du Docker. Je voulais aller vers une solution d'orchestration. Je suis parti chez Kubernetes. Quand j'ai lu la doc, quand j'ai testé, je me suis dit, ouh, ça c'est un truc de fou. Parce qu'il ajoute plein d'abstractions sur ce que vous connaissez sur Docker. C'est pourquoi j'ai viré sur du Docker Swarm, parce que c'était plus proche du Docker. Donc, pour vous dire que pour faire du Kubernetes, il faut que vous connaissiez c'est quoi les déploiements, c'est quoi les services, c'est quoi les... Et ce sont des fichiers YAML. Je ne sais pas si vous avez remarqué la présentation, la démo de tout à l'heure de la présentation. Ce sont des concepts fous et il y en a plein
plein d'abstractions qu'il faut que vous compreniez. Donc, si vous commencez par là, la courbe, elle va être très dure pour monter et apprendre les choses, mais vous pouvez prendre le problème dans le sens inverse. Commencez par l'utiliser, voir les bénéfices, être enthousiaste pour descendre maintenant sous le capot et voir comment ça marche. OpenShift, Rancher, j'ai l'habitude de dire que c'est juste des UI sur le Kubernetes pour faciliter l'utilisation. Si vous prenez du... Excusez-moi. Si vous prenez une plateforme OpenShift ou du Rancher, vous avez des formulaires. Vous dites, OK, voilà mon image, je veux le déployer. Si vous voulez une instance supplémentaire, vous cliquez sur un bouton. Il vous met l'autre instance. Derrière, vous ne savez pas ce qu'il fait. Il crée des fichiers YAML à n'en plus finir que forcément, vous n'allez pas maîtriser, je ne sais pas moi, en une semaine. Vous voyez un peu. C'est le pourquoi d'utiliser les solutions OpenShift, Rancher pour commencer et au fur et à mesure, rentrer sous le capot. Je peux vous dire que, par exemple, là où je suis, il y a plein de... Avec mon niveau, il y a plein de trucs dans Kubernetes que je ne maîtrise même pas encore. Mais j'arrive à déployer des choses, ça fait des choses, mais il y en a tellement que, bon, voilà quoi. Donc, c'est ce que je trouve comme réponse à la question. C'est juste pour ne pas vous décourager, commencer à l'utiliser et au fur et à mesure, entrer dedans et voir comment les choses sont faites. Chérif Diouf, non, je ne vous fais pas peur. Hein. C'est vrai que c'est complexe, mais il faut y aller, en fait. Il faut y aller et, comme je l'ai dit, utiliser la façon la plus simple, faire une transition douce et au fur et à mesure approfondir les ressources. James, chef. Oui, oui. Pour les gens qui ne travaillent pas dans des grosses boîtes, genre Sonatel, Tigo, les télécoms et les autres, quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a un intérêt d'ailleurs pratique? Bon, pas à apprendre, mais dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser Kubernetes? Parce que ce que je comprends, c'est qu'ils déploient des serveurs en fonction de la charge. Mais pour un site web, par exemple, qui fait quoi? 300 personnes par jour, je pense que... Et ça, c'est le plus courant dans nos environnements actuels. Peut-être Seneweb, il peut utiliser ce genre de choses, ou je ne sais pas quoi, mais c'est assez rare. OK. Donc, que de l'apprentissage et du testing, ce genre de choses. D'accord. Alors, c'est pas seulement pour les grosses boîtes, c'est pour toutes les boîtes. Pour la simple raison que tout ce qu'ils vous offrent, tout ce que j'ai cité, pour revenir, je sais pas moi, de façon précise sur ta question, quand tu déploies ton site, qu'est-ce que tu fais? Tu le monitores, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Si tu déploies dans Kubernetes, tu n'as plus à le monitorer. Parce que si l'instance tombe, il va se redémarrer tout seul. Alors, qu'est-ce que tu fais aussi? Quand tu as 300 visiteurs par jour, des choses comme ça, comment tu fais pour dimensionner le serveur sur lequel tu déploies? Comment tu fais? Oui, dis-moi, comment tu fais pour dimensionner? J'achète le plus gros et puis l'année et puis je passe à autre chose. Voilà, tu achètes le plus gros parce que tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Avec Kubernetes, tu peux avoir le plus petit pour démarrer. Et quand, par exemple, tu commences par avoir de la charge, tu te dis, mon infra, là, ça ne tient plus. Tu prends un autre petit serveur, tu rajoutes dans le cluster. Boum, tu as de la ressource. Tu vois un peu? Ouais. Ceux qui sont dans le domaine microservices, ils savent bien de quoi je parle. Ouais, ça, je valide. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux donner encore comme... Non, j'ai vu le truc. Ouais. Voilà. Si tu fais du microservice, même, c'est très évident, en fait. Voilà un peu. OK. Merci. D'autres questions? Guys, vous avez d'autres questions? Ou bien que la présentation a été très claire. En tout cas, merci James et merci à Ansou.